Bien, bonsoir à vous tous, à vous toutes. Merci. Premier conseil de cette nouvelle année scolaire. Il y a quelques absents du fait d'anniversaire notamment, mais il y en a un qui vient alors que c'est son anniversaire. C'est Jean Gilbert, donc je salue l'arrivée. Oui, il y est pour rien que ce soit son anniversaire aujourd'hui, mais il vient. Le fait qu'il vienne pour son anniversaire, le jour de son anniversaire, c'est quand même quelque chose de remarquable. Je crois il faut que tu sois un peu plus proche de nous parce qu'il y a même Cerveau qui a besoin d'un siège. Ah non, elle a un siège tout au bout. Ok, pardon, j'avais pas vu. Je vais commencer par faire l'appel. Olivier Lebrun, présent. Pauline Biodel, pouvoir à Vincent Guillon. Vincent Guillon. Présent. Laure Cotin. Présente. Louis Le Piévin. Présent. Jeanne-Marie Hermann. Jean-Michel Sakilis. Présent. Christine Caron. Jean-Philippe Ollier, pouvoir Jean-Michel Sakilis. Jean Vernico. Philippe Gevray. Patrick Homovert, Isabelle Kokalric, Valérie Le Destumer, Paula Pijkiewicz, Laurent Sassier, pouvoir à Philippe Gevray, Valérie Médon, Gwen Lateston, Bertrand Schneider, on ne va pas tarder, Aïlis Kata, Camille Falk, Arnaud Brosset, Antoine Brelimuri, Flore Hoffmann, pouvoir à Valérie Médon, Olivier Vénin, Jean Gilbert, Patrice Ozorowitz, Christine Pachot, Cécile Chopard, Emmanuel Cerveau, Suzanne Egal, Elke Sberkrub et Benoît Florence. Bien. Comme d'habitude, je vous fais passer la feuille de présence. Vous signerez aussi derrière, comme on a une décision modificative, vous signerez aussi la feuille qui se trouve derrière, en face de votre nom. Je vais le faire tout de suite aussi. Hop. Voilà. Merci Vincent. Avant de commencer, donc l'ordre du jour à proprement parler, si on va peut-être désigner un secrétaire de séance, qui se sent une âme de secrétaire de séance, profitez-en, c'est une séance qui est courte. Allez, Paola Pijkiewicz, merci beaucoup. Avant de commencer, je voulais vous faire part d'un ou deux points. Vous rappeler que les élections sénatoriales se sont tenues donc dimanche dernier à Versailles pour le département des Yvelines. Si vous n'êtes pas au courant, je vous donne les résultats. Je pense que vous l'êtes, mais je le redonne. Il y a donc 4 sièges qui reviennent à la liste menée par le président du Sénat actuel, un siège qui revient à la liste déposée et qui est soutenue par le gouvernement, on va dire ça comme ça, et puis un siège qui revient à la liste écologiste d'hiver gauche, je pense qu'on peut l'appeler comme ça, à Mme Séné. Merci aux uns et aux autres d'être venus, de vous être déplacés. Merci aux assesseurs de Viroflay, Mme Hoffmann et Mme Chopard, qui ont donc tenu les bureaux de vote. Et aussi, merci aux suppléants qu'on avait désignés début juin, mais que finalement, je n'ai pas eu besoin de saisir puisque aucun d'entre vous n'a fait faux bond à la dernière minute ou moins à la dernière minute. Donc, je voulais vous en remercier. Je voulais aussi vous partager aussi un sentiment et qui est partagé par un certain nombre de maires sur le fait qu'on ressent tous une société qui est de plus en plus à cran et anxieuse, et Viroflay n'échappe pas à ce phénomène. L'actualité ne livre jour après jour en fait son lot de mauvaises nouvelles et fait assez peu de place à des sujets réjouissants. Quand ils n'ont rien sur des catastrophes, ils nous parlent des punaises de lit, donc c'est pas non plus super réjouissant. C'est pourquoi, plus que jamais, nous devons, en tant que responsables politiques locaux, être attentifs à cette évolution psychique de nos habitants et leur apporter des nouvelles qui les rassurent sur leur présent et leur avenir. Ce devrait aussi être le rôle de nos responsables politiques nationaux, qu'ils gouvernent ou non notre pays. Et je regrette que certains de ces derniers continuent à jeter de l'huile sur le feu plutôt que faire de vraies propositions constructives ou apaisantes. Concernant les nouvelles qui dépassent largement le périmètre de notre ville, mais qui touchent certains de nos concitoyens ou de nos personnels communaux, je tenais à marquer en notre nom à tous, si vous le souhaitez en tout cas, toute ma sympathie à l'égard de populations à travers le monde très cruellement touchées ces derniers temps. Et donc, je trouve que c'était le moment de le faire, compte tenu du fait que
beaucoup de choses s'entrechoquent actuellement sur le plan de notre planète. Au peuple marocain qui a été victime d'un tremblement de terre, on a beaucoup de personnel qui sont d'origine marocaine, donc je leur ai exprimé aussi notre sympathie. Au peuple libyen dont le pays a été particulièrement meurtri par une violente tempête et qui déplore des dizaines de milliers de décès ou disparus. Au peuple arménien, dont la situation est dramatique, confuse, dans un secteur en fait que assez peu d'entre nous connaissent, le Haut-Karabakh, et je crois qu'il y a eu des développements encore aujourd'hui sur cette enclave en Azerbaïdjan. Donc, et ce peuple connaît encore en fait de nouvelles vagues de déplacements. Et je pense aussi au peuple malien, notamment à nos amis du cercle de Kolokani que nous avions parrainé pendant plus de 40 ans et qui a connu un coup d'État qui empêche la France d'aider les populations qui en ont cruellement besoin sur le terrain. Donc voilà, je voulais un peu faire cette introduction voilà, sans pour autant en rajouter, mais néanmoins, on se montre aussi solidaire de ceux qui sont parfois un peu éloignés de nous, mais qui ont aussi des attaches à nos portes avec des voisins ou du personnel qu'on peut rencontrer aussi tous les jours. Voilà, je n'en dirai pas plus pour cette introduction. Oui, il y a une question qui m'a été adressée par le groupe Cité, donc comme il se doit, en fait, vous pourrez la poser à la fin. Je ne sais pas, c'est Madame Egal qui la lira, enfin, c'est l'un de vous trois, donc je ne doute pas qu'il y en aura un qui se dévouera. Nous devons donc approuver 2 procès-verbaux. Celui du 9 juin, c'était la séance où nous avons désigné les suppléants pour les élections sénatoriales. Y a-t-il des remarques sur ce PV qui était assez court? Et puis nous avions aussi le PV de la séance du 29 juin 2023 qui était, elle, un peu plus longue que celle du 9. Y a-t-il des remarques sur ces différents PV? Même égale. Oui, sur le deuxième PV, il y a notamment dans l'un de mon intervention, les guillemets n'ont pas été indiqués sur chaque fois que j'ai cité en fait des éléments qui provenaient du support, donc ça donnait quelque chose d'assez illisible. Donc je vous ai préparé une copie rectifiée. Dans votre intervention aussi, il y a un mot qui a été mis, enfin à l'occasion, j'ai vu ça, le chemin directeur plutôt que le schéma directeur. Donc il semblait que c'était plutôt le schéma directeur. Voilà, donc je vous apporte si vous voulez bien apporter ces corrections, s'il vous plaît. Madame de Fassou va les prendre pour faire les corrections en question. Sous réserve de ces éléments, il n'y a pas d'opposition à ce que nous puissions adopter ces procès-verbaux. Pas d'abstention non plus. Je vous remercie. Alors, la séance de ce soir comprend 4 points. Et donc, on commence par le premier point qui concerne une décision modificative, la première, sur le budget pour la ville pour l'exercice 2023. Monsieur Issakidis, maire adjoint, vous avez la parole. Monsieur le maire et vous tous, mes chers collègues, effectivement, c'est une première décision modificative. Elle fait néanmoins suite à une modification d'APCP qu'on avait passée fin juin concernant le gymnase des Prés-aux-Bois, les deux démontrant dans leur continuité qu'il n'est pas saugrenu, voire accessoire, d'ajuster nos budgets au fur et à mesure de la réalité qui s'impose. Et donc, en l'occurrence, la décision modificative de ce soir nous demande de prendre acte d'un surcroît de recettes à hauteur de 576 000 €, comme il est précisé dans le tableau qui vous est présenté. Ces 576 000 € sont issus de la mise en œuvre de ce qui s'appelle ou s'appelait un filet de sécurité. Alors, le filet de sécurité concernait en 2022 les collectivités territoriales et c'était le miroir de ce qui s'appelait les boucliers gouvernementaux pour l'essence, les topinambours et je ne sais quoi d'autre pour les particuliers. Donc, c'est l'équivalent. Donc, nous avions un filet de sécurité. Alors, évidemment, celui-là
était moins dispendieux que les autres que j'évoquais avant, puisqu'il fallait réunir un certain nombre de critères cumulatifs pour pouvoir y prétendre. Des critères qui sont ceux qui sont rappelés brièvement dans la note d'accompagnement, le rapport qui sous-tend en fait cette décision modificative. En résumé, ces dispositions comparaient l'année 2021 et l'année 2022 en termes de dépenses, d'évolution de ces dépenses sur un certain nombre de postes comme la masse salariale, comme d'autres dépenses liées à l'alimentation, le carburant, tout un ensemble de choses, et avec quelques critères d'éligibilité, dont le principal, les deux principaux en quelque sorte, étaient de constater si oui ou non notre épargne brute en 2022 avait varié dans des proportions supérieures ou pas à 25%, comparé à 2021, et il se trouve que oui. Alors, pour vous rappeler un peu les chiffres, dont je suis certain que vous ne vous souvenez plus, puisqu'on est passé à autre chose, mais en 2021, nous avions une épargne brute de 3 millions d'euros, et en 2022, donc comparant une année sur l'autre, nous étions en arrondissant à 2 480 000. Et donc, on avait un delta de 38% entre les deux. Et donc, nous étions éligibles au titre de ce critère à prétendre à ce filet de fonctionnement, ce filet de sécurité, pardon. Voilà, bon, après, il y avait d'autres critères qui étaient liés au potentiel financier par habitant et d'autres choses liées à des dotations plus ou moins ciblées avec des règles un peu complexes dont je vous fais grâce. Et donc, au bilan, nous avons été choisis, nous avons coché les bonnes cases et nous nous trouvons aujourd'hui à intégrer dans notre budget ces 576 000 euros. Alors, premièrement, d'abord, pour préciser, c'est une seule fois. C'est-à-dire que les hausses en marche d'escalier que nous avons subies, dont j'ai rappelé brièvement les critères, elles resteront, mais le filet, lui, est retiré. C'est-à-dire qu'on ne l'a pas en 2023, et en 2024, et en 2025. C'est une seule fois. Donc, on va le prendre, mais pour autant, ça ne vient pas, si vous voulez, consolider budgétairement notre perspective sur un plan multiannuel. C'est une seule fois. Le deuxième point, est ce qui vous est présenté à l'écran, à savoir une proposition d'affectation de ces plus 576 000 euros, dont il vous est proposé d'abord d'en affecter 339 800 à la masse salariale, à l'augmentation de la masse salariale, puisque le point d'indice a augmenté de 1,5%, ce qui, d'une année sur l'autre, entre 2021 et 2022, nous a occasionné une dépense supplémentaire de 657 000 euros, c'est-à-dire 6% d'augmentation de la masse salariale. Donc, il n'était pas complètement aberrant d'affecter une grosse partie de ces 576 000 euros à hauteur de 339 800 à cette masse salariale. C'est ce qui vous est présenté. Également, cette prise en compte est l'occasion d'actualiser un certain nombre de prévisions que nous avions initialement prévues lors du budget de 2022-23, et en l'occurrence constater que nous avons une baisse du FPIC par rapport à ce que nous avions initialement budgété, et puis nous n'avons pas cette année ce qui s'appelle le prélèvement IDF mobilité, qui en réalité ne dit pas son nom, car c'est une forme de taxe obligatoire que nous payons depuis des années, car nous ne mettons pas, paraît-il, suffisamment d'amendes. Oui, je sais, c'est étrange, mais ce n'est pas un choix de la ville. Et donc, nous avons là une petite économie de 171 000 euros, c'est la deuxième ligne. S'ajoutent des créances éteintes et des rémunérations d'élus dont les détails vous sont donnés dans le texte. Les créances éteintes irrecouvrables, on va les retrouver à la délibération suivante. Les 5 000 euros complémentaires, c'est l'application de l'augmentation du point d'indice de 1,5% aux indemnités d'élus. Donc, c'est pour 5 000 euros. Et puis, il y a l'apparition de frais financiers du nouvel emprunt à hauteur de 110 000 euros. Et je vous rappelle à ce sujet que nous avions souscrit en 2021 un emprunt de 12 millions d'euros avec 24 mois pour pouvoir le mobiliser, ce qui nous amène jusqu'à juin 2024. Et nous l'avons mobilisé en juin de cette année. Les 12 millions d'euros donc, ont été mobilisés en juin de cette année.
Et donc, très contractuellement, il commence à générer des frais financiers. La libération de cet emprunt n'avait pas été mise au budget initialement, puisqu'il n'y avait pas de nécessité. Mais là, il y a eu des circonstances financières favorables qui nous ont amenés à prendre cette décision. Et donc, 110 000 € de frais financiers seront contrebalancés dans le schéma qui vous est présenté par le surcroît de recettes de 576 000. Donc, tout ça crée un nouvel équilibre pour la section de fonctionnement. Et pour finir, cette section de fonctionnement opérera un virement à la section d'investissement à hauteur de 112 200 €. C'est la dernière ligne du tableau avant le total. Et donc, vous retrouvez ces 112 200 € au crédit, en recette, dans le tableau inférieur de la diapositive à hauteur du même montant. Au passage, nous actualisons également les amortissements à hauteur de 150 000 €, comme vous le voyez dans les deux tableaux. Il faut savoir que là, il y a des règles d'amortissement qui ont changé, pour faire court. Et donc, nous prenons occasion de ce surcroît de recettes inattendu pour faire cet ajustement. Je précise quand même, je ne l'ai pas dit en introduction, il ne nous était pas possible de prévoir ce surcroît de recettes au budget de 2023 pour une raison extrêmement simple, c'est que nous l'avons voté avant d'avoir le résultat de l'éligibilité éventuelle de notre schéma financier tel qu'il vous est présenté. Nous avions soumissionné, mais nous n'avions pas la réponse. Et donc, de façon conservative, je dirais, nous avions posé l'hypothèse que nous ne l'aurions pas, puisqu'on a déjà eu pas mal de déconvenues sur un certain nombre de subventions. Ce n'est pas le moment d'en parler, mais chacun aura compris de quoi nous parlons. Et voilà. Et au bilan, donc, nous avons ce nouvel équilibre qui vous est présenté et qui nous est demandé d'approuver. Merci, M. Sekilis. Je pense qu'il y a des demandes de parole. J'attends que les mains se lèvent. Mme Pachot et puis Mme Egal. Monsieur le maire, mes chers collègues, cette présentation de modification du budget nous donne l'occasion d'intervenir sur un sujet qui nous semble indispensable à la bonne compréhension du mode de gestion de la ville de Viroflay. En effet, à travers des recoupements d'informations et la découverte de la décision du 21 juin 2023 d'ouvrir un compte à terme, nous comprenons que l'emprunt de 12 millions a été mobilisé et placé courant juin dernier. L'a-t-il été dans son intégralité ou partiellement et pour quel montant? Et surtout dans quel but? Nous n'en savons en fait rien. Au regard du montant très significatif des sommes en jeu, nous déplorons le manque de transparence de la ville qui aurait pu évoquer ce sujet et la mobilisation donc, de ce prêt lors du conseil municipal du 29 juin dernier, puisque semble-t-il, les choses étaient déjà faites, et s'expliquer ainsi sur l'usage qu'elle en a fait. Car le sujet sous-jacent consiste en la réalisation du programme d'investissement annoncé par la ville de Viroflay, que ce prêt devait contribuer à financer. Or, à Viroflay, les investissements n'ont eu de cesse d'être décalés dans le temps, au gré d'un calendrier davantage piloté par la capacité d'autofinancement dégagée annuellement par les comptes de la ville, plutôt que par une stratégie communale volontariste de cadencement des travaux de rénovation et de création de nouveaux équipements. Ainsi, le programme d'investissement Viroflay à l'horizon 2025, pourtant initié dès 2013, ne sera pas réalisé sur la période prévue. On peut mentionner à ce titre le projet de la salle polyvalente du Noyer de Ségonzac, une fois encore repoussé, entre autres décalages et abandons. Plus récemment, en début d'année 2023, le programme d'investissement a de nouveau subi des coupes sombres. Pour certaines, ce sont des opérations d'aménagement bénéficiant à tous les viroflésiens, telles que la revitalisation du marché La Halle Leclerc, repoussée de plus de 2 ans en 2025, ou encore la remise en cause des travaux de renaturation de la gare routière Verdun, qui dépendront du niveau de subventionnement obtenu. Ainsi, monsieur le maire, notre question est simple. Comptez-vous mobiliser les sommes empruntées pour financer et accélérer le programme d'investissement déjà très en retard et depuis si longtemps attendu par les viroflésiens, ou vous contenterez-vous d'une opération de spéculation financière sur un différentiel de taux? Merci. Mme Egal. Monsieur le maire, mes chers collègues, nous allons revenir sur l'affectation en fait, du filet de sécurité de 576 000 €. Nous avons bien compris que l'augmentation de 1,5% applicable en juillet n'était pas connue lors du budget.
que vous avez décidé d'ouvrir l'emprunt dès juin 2023 pour faire de l'optimisation financière, les projets d'investissement n'étant pas suffisamment avancés pour l'utiliser et donc que les intérêts de l'emprunt sont à inscrire en 2023. On peut s'étonner cependant de ne pas trouver en recette les intérêts du placement effectué. En revanche, l'impact du changement des règles concernant les amortissements n'était pas non plus intégré au budget, alors que la délibération correspondante nous avait été soumise lors du CM du 15 décembre 2022. Les 150 000 € d'amortissement auraient dû être dans le budget présenté. De même, même si c'est avec un moindre impact, l'admission en non-valeur aurait pu en grande partie être intégrée au budget, les entreprises défaillantes étant identifiées en 2018 pour 12 000 € et en 2023 pour 20 000 €. Au final, la recette exceptionnelle de ce filet de sécurité, à hauteur de 576 000 € ne dégage que 112 200 € de capacité d'autofinancement supplémentaire, ce qui interroge sur la pertinence du budget présenté en début d'année. Nous n'avons pas voté le budget, nous nous abstiendrons pour cette modification. La question de la pertinence, oui, la pertinence du budget qu'on a voté en début d'année, je pense que vous faites fi des 340 000 € pratiquement de masse salariale qui nous sont arrivés comme ça. Vous avez remarqué que c'était la plus grande partie de la consommation de ce filet de sécurité, de cette recette supplémentaire. L'augmentation de la masse salariale dont on a connu les modalités qu'en cours d'année. Donc, en fait, impossible de les inscrire au budget. Vous l'avez remarqué vous-même. Je rappelle aussi qu'on intègre aussi dans ces 340 000 € l'augmentation à partir de début septembre de 50% du versement de transport obligatoire pour l'ensemble des agents de la collectivité. Puisque jusqu'à présent, nous prenions 50% des titres de transport. Et donc, le gouvernement a décidé de passer de 50% à 75% sans aucune concertation aucune avec les élus locaux. Donc, en fait, clairement, et ça, je pense même que fin juin, c'était même pas d'actualité et c'est quelque chose qui est sorti comme ça d'un chapeau de la part du gouvernement. Donc, ne nous faites pas de procès d'intention puisque la majeure partie du filet de sécurité est consommée par cet élément. La question de la baisse du FPIC, elle est également en fait connue en cours de route. Donc, là-dessus, il n'y a pas de sujet. Quant aux frais financiers, vous dites donc c'est une optimisation financière. Oui, je reconnais, on est bien dans un exercice d'optimisation financière et je le revendique. En l'occurrence, nous avons décidé de mobiliser plus rapidement que prévu l'emprunt en question, non pas pour l'affecter à des investissements immédiatement, ils le seront plus tard, vous inquiétez pas. Mais compte tenu du fait qu'il y avait une opportunité, et je ne pense pas qu'on puisse d'une façon ou d'une autre reprocher à l'équipe municipale d'avoir une trésorerie qui nous est apportée par cet emprunt à 1,73% et que l'équipe municipale la place à 3,1%. Et ça, si l'un d'entre vous reproche à la ville ce genre de choses, j'irai regarder, je demanderai si vous faites vous-même des placements de votre trésorerie pour savoir si vous ne faites pas vous-même de l'optimisation financière de vos comptes personnels. En l'occurrence, il me paraissait intéressant, et je ne suis pas la seule commune à le faire, hein, je vous rassure, il me paraissait intéressant de dire, ben voilà, on a une faculté qui nous est offerte par la loi de placer les soldes d'emprunt non mobilisés pour financer les investissements. Pourquoi n'a-t-on pas inscrit les recettes issues des intérêts que nous attendons de ce placement? C'est assez simple, il s'agit de comptes à terme. Or, en fait, les intérêts n'arrivent, comme le nom indique, compte à terme, n'arrivent qu'à l'issue du placement au bout d'un an. Donc, en fait, ces intérêts perçus, ces recettes perçues, arriveront sur le budget 2024. On ne peut pas les provisionner sur 2023. Voilà, c'est aussi simple que cela. La question, et là je suis désolé en fait d'entendre ça, donc le but, oui, effectivement, c'est bien un but d'optimisation financière et j'en suis, voilà, je suis assez satisfait de la façon dont nous avons pu gérer et dont nous pouvons gérer
la trésorerie de la ville de Viroflay, tout cela au profit de la ville. J'allais dire, avoir un différentiel de pratiquement 1,4%, de 1,4 points entre des intérêts que nous payons et des intérêts que nous recevons, eh bien, compte tenu de la période actuelle, ce n'est pas négligeable. Voilà, je le revendique compte tenu du fait aussi que l'État, contrairement à un certain nombre de ses affirmations, ne contribue pas tellement à nos investissements. Je vais vous donner 2 exemples. J'ai reçu cette semaine, de la part du préfet, la notification de la DSIL, la dotation de soutien à l'investissement local. Vous savez, c'est une subvention versée par l'État aux collectivités. Nous avions postulé sur 2 dossiers, le gymnase des Prés-aux-Bois et le programme de renaturation du parking de la gare routière de Châilly-Vélizy. Résultat, 0 pour l'un, 0 pour l'autre. C'est-à-dire que le gouvernement, par l'intermédiaire de ses préfets, a décidé de ne pas nous attribuer de subventions sur des projets particulièrement, je veux dire dans l'air du temps, je ne sais pas si c'est bien de dire dans l'air du temps, mais particulièrement sur des sujets qui sont des sujets dont tout le monde parle à l'heure actuelle. Le sport, d'une part, mais également le fait de rénover des bâtiments pour qu'ils soient moins consommateurs en énergie, ou alors de renaturer les espaces publics qui étaient jusqu'à présent imperméabilisés. Donc là, je le dis et je vous l'apprends, c'est 2 courriers qu'on a reçus cette semaine, 0 € là-dessus. Vous comprenez bien ma déception par rapport, moi quand j'écoute notre président de la République, on a l'impression que en fait, ces sujets sur l'écologie, eh bien, on va avoir, il décide de mettre des milliards d'euros sur la table, mais on n'en voit pas le moindre. Si, excusez-moi. On va avoir un peu d'argent, mais ce n'est pas dans le cadre de la DSIL, c'est un truc qu'on avait déjà prévu. C'est l'ADEME qui va nous donner 53 000 € parce que nous avons installé une chaufferie, nous allons installer une chaufferie bois dans le gymnase des Prés-aux-Bois. C'est tout. Donc la DSIL, on s'assoit dessus. On a fait aussi des demandes sur le fonds de renaturation, enfin le fonds vert qui avait été lancé, attendant de voir la façon dont ça réagit. Donc en l'occurrence, je pense que nous faire un procès sur le décalage de projets dans le temps, écoutez, je crois que j'ai déjà dit, de projets d'investissement, je crois que j'ai déjà dit, en fait, lorsqu'on est dans un ménage, dans une famille, qu'on a des projets, qu'on a moins d'argent pour le faire, même si on emprunte, bien, à un moment donné, on décide de décaler des projets. Ben, c'est exactement ce qu'on fait. Or, il y a des projets qu'on n'a pas décalés. Lesquels? On a décidé de ne pas décaler le gymnase des Prés-aux-Bois. Je rappelle que les travaux sont lancés, ils devraient être livrés en 2025. C'est un programme considérable, sans subvention de la part de l'État. On a décidé de continuer le travail sur le village. Je pense qu'on y reviendra tout à l'heure. Et donc, nous lançons les travaux à partir dans les mois qui vont venir. Donc, bien évidemment, il y a la forge, il y a Dieu-le-veut, qui est un programme également, en fait, qui est un programme important, qui était dans le programme électoral qui a été lancé. Donc, je ne peux pas dire que notre programme connaît des coupes sombres, j'en suis navré. La question du marché était apparue, en fait, ultérieurement. Pour l'instant, ce n'est pas dans le programme. Si on peut le faire, on le fera. Et puis, la renaturation de la gare routière, je vous l'avais dit, et je l'ai déjà dit, on le fera si on peut obtenir des financements externes suffisants. Et je vous rappelle ce qu'a fait Jean-Michel Sagui tout à l'heure, le fait qu'on a quand même, si on a un filet de sécurité, c'est qu'on a aussi un autofinancement qui a baissé de façon importante. Et l'autofinancement nous sert aussi à financer les investissements. Voilà. Et on ne peut pas se permettre d'avoir le même niveau d'investissement. Je vous rappelle quand même qu'on a environ 50 millions d'investissements prévus pour les 5 années à venir. Ce n'est pas rien pour une ville comme Viroflay. Et donc, ce financement, je vous l'ai déjà expliqué, il se découpe en plusieurs parties. Une partie en consommation de notre trésorerie actuelle, une partie en emprunt que nous venons de mobiliser et qui sera lui-même dépensé, donc on n'aura plus de compte à terme certainement à fin 2014 ou moins 2024, pardon, ou moins important, et l'autofinancement qui, lui, doit servir à rembourser les emprunts et les intérêts et aussi à faire en sorte de pouvoir continuer
à prévoir les investissements futurs. Donc, je ne pense pas qu'on puisse nous faire un procès quelconque sur le fait que on décale, on fasse des coupes sombres, c'est ce que j'ai entendu, des coupes sombres dans le projet d'investissement. Notre plan pluriannuel d'investissement, il existe, vous le connaissez par cœur, ou en tout cas si vous ne le connaissez pas, revenez en fait sur les sujets qu'on a pu voir, notamment au moment du DOB, et vous verrez qu'en fait, il y a beaucoup de projets qui vont se faire et qui sont déjà lancés en tout cas. Et des projets qui sont de nature à apporter des investissements d'avenir pour les Viroflésiens et qui sont en plus exactement dans ce que vous attendez tous et ce que nous attendons tous, des projets en faveur de l'environnement, globalement, mais en faveur des jeunes, en faveur des personnes âgées et en faveur des sportifs. Et puis on a aussi la crèche. La crèche aussi, elle est en train de se faire, elle sera livrée l'année prochaine. Donc et on aura eu, je pense, sur le mandat, un niveau d'investissement que je pense on avait rarement atteint sur les mandats précédents. Je ne parle pas de la piscine qui a été finie aussi durant le mandat. Donc j'entends peut-être que vous le pensez vraiment, vous pensez vraiment ce que vous dites, mais voilà, j'essaie d'apporter des éléments. C'est factuel ce que je vous dis. Et oui, effectivement, il y a des choses qu'on ne fera peut-être pas. Et donc, et voilà, c'est comme ça dans n'importe quel budget de collectivité. Et ce que j'entends aussi de la part de nos gouvernants j'allais dire, m'empêche parfois de dormir. C'est un peu fort, mais ne me rassure pas réellement, parce que quand j'entends dire que ce sont les communes qui sont responsables de l'augmentation des impôts et pas le gouvernement, certes, ce n'est pas le gouvernement directement, mais il se trouve qu'il y a des éléments extérieurs qui font que un certain nombre de communes ont dû prendre des décisions. Et je rappelle que 70% de l'investissement public, c'est les collectivités locales. Et que si les collectivités locales décidaient d'affaisser les investissements, la France serait dans une sale affaire. Donc, et là, clairement, je pense que certains devraient s'en souvenir. Quand je dis certains, ce n'est pas forcément sur cette table, hein, mais certains au niveau national. Voilà. Donc, je suis un peu Jean-Michel, un complément. Oui, un mot rapide, Monsieur le maire, vous tous, mes chers collègues. D'abord, pour dissiper quand même un point, il est trompeur. Vous trompez l'opinion en laissant croire que nous avions mis en place cet emprunt de 12 millions d'euros pour réaliser en 12 mois l'intégralité du PPI. Soit c'est par méconnaissance de ce qu'est un PPI et de la réalité opérationnelle de réalisation qui va avec, soit c'est un artifice rhétorique. Mais dans les deux cas, ça n'est pas comme ça que ça marche. Donc, associer dans un discours la mobilisation d'un emprunt et mettre en face que nous n'avons pas fait tout le PPI, révèle qu'il y a un problème quand même de prise en main des sujets. La deuxième chose, je rappelle pour ceux qui n'avaient pas vu les épisodes précédents ou qui n'ont pas prêté attention, l'historique rapide de cet emprunt. On l'a contracté en 2021 parce que les taux étaient avantageux. Ils ne le sont pas autant aujourd'hui. Donc, si nous avions traîné, eh bien, nous n'aurions pas eu les conditions financières que nous avons eues aujourd'hui. Quant à dire, et je terminerai là-dessus, que nous faisons de la spéculation financière, c'est soit avoir été dans le coma ces 24 derniers mois, soit ne pas vouloir voir qu'il y a une certaine inflation, vous savez, l'augmentation des coûts, là. Et donc, mobiliser un emprunt pour le mettre sur un compte à terme qui rapporte plus que ce qui coûte, c'est aussi protéger notre emprunt, protéger la valeur d'achat, le pouvoir de réaliser les choses au travers de cet emprunt, et non pas faire de la spéculation comme vous le laissez croire. Bien au contraire, ce qui aurait été criminel, c'est l'inverse. Ça aurait été de laisser dormir un emprunt putatif que nous pourrions mobiliser sans le laisser fructifier, et finalement, les bras ballants, dire « on est désolé, mais les 12 millions ont perdu de leur valeur, et puis le PPI, on ne peut plus le faire. » Ça aurait été criminel. Je rappelle aussi qu'il nous a été reproché dans cette même enceinte le fait de ne pas avoir contracté d'emprunt plus tôt, à la fois pour bénéficier de taux d'intérêt moins importants et éventuellement pour éventuellement financer des investissements plus rapidement. Je rappelle quand même que j'allais dire, bâtir un projet d'investissement tel que celui du gymnase des Prés-aux-Bois, tel que celui de la Forge, en fait des programmes qui sont assez importants,
En fait, ça se fait pas comme ça de façon immédiate. Et clairement, si on avait contracté un emprunt un an plus tôt, ce n'est pas ça. En plus, compte tenu de la période qu'on a traversée, hein, je vous rappelle que on vient de traverser une période dans laquelle il y a quand même beaucoup de choses qui se sont calmées du fait des pandémies successives et de l'inflation. Donc, et je pense qu'on aurait déjà commencé à devoir rembourser l'emprunt et les intérêts. Et donc, clairement, cette possibilité qui est offerte, je peux vous dire, on l'a partagée au niveau de Versailles Grand Parc et on n'est pas les seuls à l'avoir mise en œuvre. Donc, je ne sais pas ce que vont dire les oppositions des autres conseils municipaux de Versailles Grand Parc, mais je vais être attentif à la façon dont ils gèrent ce sujet. Versailles Grand Parc lui-même, enfin, elle-même, a également fait cette opération de mobilisation d'un emprunt qui était prévu au budget, et donc on l'a mobilisé un peu plus tôt pour justement profiter de cette possibilité. Quand on dit profiter, c'est au profit de la ville et des Viroflésiens. Enfin, qu'on ne se trompe pas. L'argent, les produits financiers, je ne les mets pas sur mon compte. Hein. Voilà les éléments de réponse que je pouvais vous apporter à vos interrogations. Donc, on va passer au vote. On a compris certaines consignes de vote. Donc, y a-t-il des oppositions? 4 oppositions. Y a-t-il des abstentions? 3 abstentions. Et donc, je vous remercie. Cette délibération est donc adoptée à la majorité. Nous passons maintenant à l'admission non-valeur de créances. C'est une délibération qu'on passe traditionnellement à ce moment de l'année. Jean-Michel Segui, je vous propose de la rapporter. Monsieur le maire et vous tous, mes chers collègues, le tableau qui vous est présenté synthétise sur la période 2017 à 2022 les montants qu'il nous est demandé d'admettre en non-valeur concernant des créances éteintes et qui impacteront donc le budget de la ville. À constater qu'il y a quelques montants importants en 2018 et 2021. Ils sont attachés essentiellement à des débiteurs qui sont des entreprises qui étaient prestataires en ce temps-là, soit en 2018, soit en 2021, et qui ont déposé le bilan. Donc, il y a une concentration de 3 sociétés sur ces montants importants, le reste étant des particuliers au nombre de 4, dont les créances à admettre en non-valeur se saupoudrent un peu partout à travers les années. Donc, le montant total résultant de ce bilan sur 5 ans et de celui que vous voyez en bas à droite, 38 874. Il est précisé dans la délibération, et je le rapporte parce qu'on ne le voit pas à l'écran, que ça n'est pas parce que la ville admet en non-valeur que pour autant la tentative de recouvrement des créances s'éteint. Évidemment, elle est totalement amoindrie dans sa chance de réussir vis-à-vis des entreprises dès lors qu'elles ont déposé le bilan, mais sait-on jamais. Et je rappelle aussi que c'est un travail qui est fait en lien étroit avec le comptable public qui nous indique qu'il lui semble nécessaire de le faire compte tenu du fait qu'il y a de moins en moins de chances de pouvoir recouvrer ses créances. Donc, en fait, c'est le fruit du travail du comptable public et donc que nous passons en délibération. Évidemment, on lui dit continuez à mener vos recherches pour trouver les personnes ou les sociétés, mais c'est souvent peine perdue. Voilà, y a-t-il des demandes de parole sur le sujet? Pas de demande de parole. Nous procédons donc au vote. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Unanimité. Je vous remercie. Je vais passer la parole à Valérie de Estemer, qui est déléguée à la vie associative, qui va vous exposer la délibération sur une convention avec l'OASO. Monsieur le maire, mes chers collègues, la ville poursuit ses actions en faveur des associations pour leur permettre de développer leurs activités et d'en créer de nouvelles. L'année dernière nous a permis de mettre en place un programme de soirée de formation qui sera reconduit cette année et élargi, puisque au-delà de ces formations ponctuelles, on souhaite proposer un nouvel outil aux associations que vous connaissez peut-être d'ailleurs, qui s'appelle Helloasso, et plutôt que de laisser les associations découvrir cet outil seul ou ne pas le connaître, on a choisi donc de s'engager dans un partenariat avec Helloasso
Donc, qu'est-ce que c'est qu'Hello Asso? C'est une billetterie en ligne, une adhésion en ligne, un formulaire ponctuel de paiement, un formulaire de don, une campagne de crowdfunding et une boutique en ligne. Donc, ces 6 modules, en fait, permettent aux associations, à travers un paiement, c'est ça la clé d'entrée commune, en fait, à ces 6 modules, à travers un paiement en ligne, de disposer d'outils beaucoup plus rapides, de gagner du temps et d'avoir des outils numériques au lieu d'utiliser des outils papier. Voilà, donc Hello Asso propose un partenariat aux villes et en l'occurrence à la fois pour créer une émulation et mettre à disposition donc des outils beaucoup plus performants et propose aussi des webinaires avec un programme et des thématiques. Donc on va au-delà des formations, des soirées de formation en présentiel qui continueront d'exister, mais parallèlement, on propose un outil donc beaucoup plus puissant, beaucoup plus facile à prendre en main surtout, puisque il se fait en ligne. Voilà. Donc, il est proposé au conseil municipal d'approuver les termes de cette convention entre Hello Asso et la ville et d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer la dite convention. Merci, Madame la conseillère municipale déléguée. Y a-t-il des demandes de parole, Madame Cerveau? Monsieur le maire, mes chers collègues, vous nous demandez d'approuver le contrat avec la plateforme Hello Asso. Aussi louable soit cette organisation agrémentée solidaire d'utilité sociale, ce projet soulève de nombreuses questions. La convention porte avant tout sur les webinaires du mois Hello Asso. Il s'agirait pour Hello Asso, je cite, de réaliser et d'animer des ateliers de 1h à 1h30 sur son expertise de financement des associations et paiement en ligne, billetterie, adhésion, dons, financement participatif, etc., pour les associations locales, et cela sorti d'une mise à disposition de ressources en ligne. Donc, quelle plus-value pour les associations viroflésiennes, sachant que beaucoup d'entre elles n'ont absolument pas attendu cette convention pour utiliser les services d'Hello Asso? Cela signifie-t-il que la ville cherche à déléguer son rôle naturel d'animateur du tissu associatif, et cela auprès d'une entreprise, si solidaire soit-il, dont le modèle économique implique une course sans fin vers plus d'utilisateurs, et dont la dimension de gratuité est bien plus complexe dans la pratique qu'au premier abord? Cela signifie-t-il que la mairie n'a pas connaissance des nombreuses structures, initiatives et outils pour aider les associations, même sur le plan financier? En favorisant la diffusion d'un seul modèle de fonctionnement associatif, la commune ne risque-t-elle pas de contribuer à l'appauvrissement des pratiques? Or, le vivant se définit bien par la diversité. Par ailleurs, les associations de viroflés ont-elles été consultées pour savoir si elles avaient besoin de cette offre de service? Et quel peut en être le bénéfice pour les associations très éloignées de la culture numérique? On sait que nombre d'entre elles n'ont pas ou peu de budget à gérer, ne cherchent pas forcément à se développer, ni à être instruites de pratiques qui ne leur correspondent pas. Que la collectivité rende visible sur la page de son site dédié aux associations les structures et ressources pouvant leur être utiles semble relever du bon sens. Qu'elle devienne le relais d'une structure privée qui interviendra surtout sur le volet économique interroge sur les intentions implicites. L'article 6 de la Convention indique une durée de 3 ans après signature et une reconduction tacite pour les périodes successives d'1 an. Est-ce à dire qu'il vous semble normal de lier la commune pour 4 ans au minimum, et qu'implicitement, un financement privé via la plateforme permettrait de remettre en question une partie des subventions communales? Alors, celle-là, je ne m'y attendais pas. Excusez-moi, mais vous avez vu la réaction tout autour de cette table. En fait, on propose depuis quelques temps avec Valérie Dastemer, on propose aux associations des formations, un certain nombre d'outils, notamment qui se passent avant le forum. En fait, on propose des choses aux assos. Et là, on vient nous dire, oh là, attention, vous êtes en train de proposer un truc qui est privé. Oui, effectivement, on travaille avec le privé de temps en temps, ça ne nous empêche pas, mais sans aucune obligation d'achat. Et même, ça ne coûte rien d'ailleurs, mais aucune obligation. C'est simplement, on informe les associations que des outils existent, et le ASSO, donc en fait, il y a certaines qui l'utilisent déjà, d'autres qui vont peut-être l'utiliser parce qu'elles vont trouver ça intéressant, d'autres qui vont l'utiliser parce que le ASSO permet aussi de faire des reçus fiscaux. Enfin, il y a un certain nombre de choses qui à mon sens, en fait, relèvent non pas d'une délégation de la mairie en fait à du privé, mais simplement, c'est pas le boulot de la mairie
que de faire la billetterie en ligne pour les associations, que de leur faire des systèmes de paiement pour les associations. Ce n'est pas notre boulot. Notre boulot, c'est créer du lien et faire en sorte qu'elles puissent avoir l'information nécessaire et suffisante pour pouvoir progresser dans leur pratique quotidienne de gestion. C'est tout. Et quand on dit c'est un contrat de 3 ans renouvelable par cette tacite reconduction, ben renouvelable, donc ça peut s'arrêter au bout de 3 ans. Ce n'est pas forcément 4 d'office. Donc, en fait, vous interprétez les articles comme vous voulez. Moi, j'en tombe de ma chaise, là, en quelque sorte. Je suis vraiment surpris. Je pense qu'il faut trouver une critique, donc on trouve une critique. Et là, moi, je pense que, et avoir, en fait, les retours des associations sur ce qu'on leur a proposé sur les dernières journées qu'on a pu faire de formation, je pense qu'elles sont plutôt contentes du travail qui est fait par Valérie de Lessemer et par les services pour les aider à progresser. Elles ne sont pas toutes au même niveau. Donc, en fait, on essaye. On a fait une formation sur la question des sites Internet. On a fait des formations qui leur permettent de progresser en capacité, en compétences. Alors là, moi, j'avoue que, bon, alors, je pense que vous n'avez pas voté cette convention. Vous le ferez comme vous voudrez. Valérie de Lessemer, Oui, je voudrais compléter sur 2 points. Le premier, donc effectivement, les associations ont été consultées sur ce sujet, puisque je les ai reçues le dimanche matin en marge du Forum des associations, comme ça se fait traditionnellement, pour leur présenter cet outil. 30 associations étaient présentes et certaines connaissaient effectivement Eloasso pour utiliser tel ou tel module, d'autres ne connaissaient pas du tout, mais tout le monde s'est montré très intéressé et très favorable à ce projet. Ça, c'était le premier point. Et le deuxième point, je ne peux m'empêcher de regretter votre absence à la commission de mardi matin qui s'est tenue à 8 heures. Je ne sais pas si écoutez, en tout cas, je ne peux pas vous répondre sur ce point. c'est le même mail qu'on utilise pour la convocation au conseil municipal. C'est-à-dire que Florence était présent et qu'on a eu tout loisir à ce moment-là d'échanger librement et plus longuement probablement qu'on ne pourra le faire ce soir. On a vérifié l'adresse mail qui sert à envoyer convocation aux commissions. C'est la même adresse mail qu'on utilise pour les autres communications, notamment pour le conseil municipal. Donc là, en l'occurrence, voilà. Mais donc, il y a des moments d'échange en fait, qui permettent de mieux comprendre. Voilà. Donc, tant pis. Hein. Donc, je pense que vous voterez contre. Tant pis pour. Ça ne nous empêchera pas de continuer à travailler pour les associations. Voilà. Qu'y a-t-il donc, on va passer au vote. Y a-t-il des oppositions? 4 oppositions du groupe VCV. Y a-t-il des abstentions? Pas d'abstention. Donc, cette délibération est donc adoptée à la grande majorité du conseil municipal. Je poursuis moi-même avec l'actualisation des taux horaires des vacataires du secteur culturel. Il vous est proposé, faites cette actualisation. Ces taux horaires en fait, n'ont pas évolué depuis 2019 et on se rend compte qu'il est de plus en plus complexe d'arriver à recruter des vacataires. Donc, nous avons souhaité les faire évoluer. Nous n'avons pas changé le premier qui est de 34,10 € en fait pour des professeurs des ateliers d'art sans expérience particulière. Mais en fait, nous faisons évoluer ceux qui ont de l'expérience, vous voyez, en fonction du nombre d'années d'expérience qui permet d'évoluer. On a mis entre 4 et 10 € de plus par heure pour les différents taux horaires que vous voyez ici. On a estimé que le coût annuel serait de 29 000 € pour une année pleine. Voilà pour cette délibération. Y a-t-il des demandes de parole? Non. Donc, nous passons au vote. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Unanimité? Je vous remercie. Voilà, donc l'ordre du jour est donc épuisé. J'avais dit au début qu'il y avait une question qui m'avait été envoyée par le groupe Cité. Donc, je vais proposer au groupe Cité de lire sa question. Donc, allez-y, Monsieur Florence. Merci, Monsieur le maire. On peut lire le courrier la question que nous avons adressée il y a quelques jours. Mi-juin, nous avions... je vais me rapprocher.
Mi-juin, nous vous avions adressé une liste de propositions pouvant être intégrées dans le cadre de la mise en place puis du fonctionnement du jardin de la piste. Nous les rappelons rapidement. Attribution des parcelles, il nous paraît indispensable de privilégier les habitants vivant en immeuble collectif et n'ayant pas la possibilité d'avoir un jardin chez eux, y compris les habitants qui résident au rez-de-chaussée, avec un petit jardin, voire même un balcon. Par ailleurs, si le nombre de postulants excède le nombre de parcelles, il serait nécessaire de limiter dans le temps l'attribution et d'exercer ainsi une rotation, par exemple 3 ans, afin de satisfaire le plus de personnes possible. Cela nécessite certes de gérer une liste d'attente, mais cela permettra au plus grand nombre d'habitants de profiter du jardin de la piste. Coût des parcelles. Le coût de location de 20 € pour 1 mètre carré par mois nous semble trop élevé, la surface de 1 mètre carré étant vraiment très petite. De même, 35 € pour 10 mètres carrés est également élevé, 420 € à l'année. Nous proposons des prix échelonnés en fonction des revenus de chaque bénéficiaire. Lien social, activités locaux. Le jardin de la piste doit devenir un lieu de lien social fort et nous souhaitons un maximum de possibilités de réunion dans la maison forestière pour les jardiniers afin que chacun puisse partager ses savoir-faire, mais aussi pour des conférences ou expositions à destination de tous les Viroflésiens. Nous proposons également des ateliers réguliers de jardinage en agroécologie pour les écoles maternelles et élémentaires, ainsi que pour le centre de loisirs, des cours de compostage en lien avec VGP. Les locaux pourraient être mis à disposition des associations locales, par exemple du Sun Lab, dont le bail devrait expirer en 2025. Ce Fab Lab propose des ateliers intéressants pour s'initier à la couture, au recyclage, à l'impression des objets en 3D, aux travaux de menuiserie. Une partie de la grange pourrait être mise à sa disposition. La cuisine collaborative pourrait être mise à disposition des associations locales pour proposer des cours de cuisine et repas pris en commun. Encadrement et production maraîchère. Vous avez choisi la société Grosters pour encadrer le jardin et pour organiser la production maraîchère. Nous suggérons que cette société intègre dans ses équipes des personnes en insertion, comme cela se fait dans d'autres types de jardins et par exemple au parc de Saint-Cloud. La mise en place étant en cours, nous vous demandons quelle suite vous avez pu trouver à ces propositions. Alors, je pense que je me suis déjà exprimé sur la question du jardin de la piste, mais sur ses objectifs, sur tout ça. Je vais vous donner quelques chiffres qui vont répondre à vos interrogations. Les parcelles, il y a une 60aine de parcelles qui étaient prévues. Nous avons, à l'heure actuelle, 58 personnes qui ont réservé, qui soit ont pris l'abonnement, soit ont pris une réservation, soit encore payé la réservation en question. Donc 58, dont 90% habitent en immeuble. Donc ça répond à votre demande de privilégier les personnes habitant en immeuble collectif. Il y a pour l'instant quelques personnes qui ont manifesté aussi leur intérêt, mais sans encore franchir le pas. S'il y avait besoin donc de faire de nouvelles parcelles, il y a des espaces disponibles. Ça nécessite parfois d'adapter un peu les clôtures ou la végétation qui est un peu autour pour que ces parcelles puissent être ensoleillées suffisamment pour permettre de faire pousser les plantes de façon satisfaisante. Donc là, il n'y a pas trop de soucis pour une éventuelle liste d'attente. La question de la rotation, le contrat qui lie Grooster aux locataires ou les locataires à Grooster prévoit qu'il s'agit d'une location d'1 an, reconductible éventuellement, et qui permettra justement en fait, à chacun de se positionner, éventuellement de dire bien à un moment donné, il faut peut-être aussi laisser la place à d'autres s'il y a besoin. Sachant que, très clairement, on a lancé la mise en œuvre de ce jardin. D'abord, je rappelle qu'on l'a acheté, on a acheté la maison et le lieu. Ce n'était pas prévu du tout dans nos programmes d'investissement. Je rappelle, 850 000 € quand même dépensés par la ville pour acquérir ce lieu. Je ne le regarde pas, pas du tout. Mais néanmoins, on ne peut pas dire que. Donc, on lance l'opération. C'est un projet qui certainement sera amené à évoluer dans le temps. On voit la façon dont ce projet est
dont les Viroflésiens s'emparent de ce projet. Et on continuera en fait à suivre ce qui pourra se faire. Et clairement, il y aura des évolutions dans les mois ou les années à venir. Et je ne dis pas que ce sera toujours le Grouster qui gérera. Peut-être qu'à un moment donné, on passera à un autre mode de gestion. Et pour l'instant, on a préféré déléguer à un privé qui connaît le sujet cette question-là. La question du coût de location, effectivement, le fait que le coût paraît cher pour certains, je rappelle que, on a quand même 58 personnes qui ont souscrit à une parcelle, donc ça veut dire qu'il y a quand même un certain public, dont du public, la plupart en habitant en immeuble. Il se trouve que on ne peut pas comparer ce coût de location à des coûts de location de jardin partagés autres, parce que je rappelle que la plupart des locations qui sont faites sont des locations avec accompagnement. C'est pas juste j'ai un lopin de terre et je me débrouille avec ça, c'est j'ai un lopin de terre et je peux suivre dans le contrat qui me lie avec Grouster, je peux suivre des ateliers qui me permettent d'optimiser et de bien travailler sur la parcelle dont je dispose. Et il y a déjà eu des ateliers qui se sont déroulés ces dernières semaines, je crois que c'était samedi que ça se passait, et je pense savoir que les participants étaient particulièrement intéressés et contents en fait des ateliers qui sont passés. Donc, ça n'est pas juste un terrain nu, c'est un terrain plus de l'accompagnement, voire du conseil, en fait, si les personnes le souhaitent. Donc, voilà. Donc, plus les outils, en fait, les outils sont mis à disposition également par Grouster. Donc, il y a quand même un certain nombre de choses qui sont mis en place pour faciliter la vie de ces locataires des parcelles. Donc, alors, je n'envisage pas de faire des prix échelonnés en fonction des revenus de chaque bénéficiaire. Sur la question des locaux, là aussi, en fait, c'est les locaux de la maison elle-même. Hein. La maison elle-même nécessite certainement un certain nombre de travaux à réaliser dedans. Pour l'instant, les ateliers peuvent se passer en extérieur ou à l'intérieur dans l'existant. Là aussi, en fait, nous regardons ce qui est envisageable. Évidemment, les questions d'ateliers, c'est tout à fait adapté pour y faire des ateliers. Mais, je le dis tel que je le pense, il s'agit d'ateliers qui n'ont pas un accès privatisé aux salles de cette maison. Je dis ça pourquoi ? Parce que lorsqu'on a un animateur d'atelier qui a du matériel en nombre non négligeable, enfin en volume, en poids important, je pense notamment au Fab Lab, qui a des imprimantes 3D, un certain nombre de choses. Je ne pense pas que ce soit le lieu. Donc, en fait, les salles qui sont là seront des salles qui tourneront selon les ateliers que nous envisagerons d'y mettre, qui seront variés, mais sans avoir à poste du matériel laissé par les intervenants de ces ateliers. Voilà. Et je pense que vous comprendrez la raison. Ce n'est pas une grande maison non plus. Et donc, on ne peut pas mobiliser une ou plusieurs pièces. Et je rappelle que l'étage n'est pas un étage accessible, ce n'est pas un ERP. Donc, en fait, on ne peut utiliser que les 4 salles du rez-de-chaussée, dont la cuisine, hein, qui, elle, est grande. Voilà. Donc, et là, on continue à travailler sur le sujet, en fait, le sujet de cette maison, du sujet de la cuisine qui peut accueillir des ateliers collaboratifs ou ce genre de choses. Donc là clairement, je le rappelle, on observe. On va peut-être observer pendant plusieurs mois et pour ensuite adapter l'offre si besoin. On était attentif à la façon dont l'accueil allait se faire. Alors sur la journée porte ouverte, il y avait un accueil, il y avait beaucoup de personnes, vous l'avez vu. Sur le forum des associations, en fait, qui était le moment de lancement à proprement parler, on a eu aussi beaucoup de monde. D'ailleurs, le Grouster a parfois été un peu débordé. Je remercie les personnes qui font partie du personnel communal ou des élus qui ont donné un petit coup de main à ce moment-là. Voilà ce que je pouvais dire. Donc, oui, pardon, et sur la question de l'encadrement de la production maraîchère, la question de l'insertion, pareil, en fait, c'est un sujet
qui ne nous a pas échappé. Je crois qu'une parcelle a été prise par une association d'insertion. Donc, on va voir également avec elle qui a son point d'attache à proximité immédiate du jardin de la piste. Et donc, en fait, on va voir la façon dont les personnes en insertion, en fait, peuvent éventuellement progressivement être intégrées dans les activités, la communauté. On peut appeler ça aussi une communauté des jardiniers du jardin de la piste. Donc, c'est un sujet qui m'intéresse, d'autant que c'est une association dont j'ai rencontré les initiateurs et qui est tout à fait remarquable. Voilà un peu ce que je voulais donner comme réponse à votre question écrite orale. Voilà. Ah ben, généralement, même sur Aircube, il n'y a pas d'échange. Je vous rappelle le principe. Vous posez une question, je réponds. Mais quoi, C'était uniquement une précision pour le SunLab. On avait plutôt envisagé s'il pouvait aller dans les, oui, dans les locaux qui les sont dépendances. en face, en fait. Oui, Mais voilà, les dépendances, dépendances. les dépendances en question vont aussi servir à Grooster, à la fois pour stocker les outils et éventuellement aussi pour, lorsqu'il y aura de la vente de la production maraîchère, de pouvoir y stocker les paniers, enfin, un certain nombre de choses. Donc, en fait, et en plus, ces locaux sont pour l'instant pas non plus des locaux particulièrement étanches, ainsi de suite. Donc, pour y mettre du matériel, ça me paraît compliqué. Et je n'ai pas l'intention, en tout cas pour l'instant, de faire de ces locaux des locaux parfaitement habitables. Quand je dis habitable, c'est complètement étanche, à l'air, à l'eau. Donc, voilà, je réponds à votre question. C'est cette dépendance, qui est une dépendance légère, n'a pas vocation à être aménagée de façon durable. En tout cas, on ne va pas l'isoler par extérieur, on ne va pas mettre de chauffage, on ne va pas faire tout ça. Donc, clairement, elles vont rester dans cet état. Et en plus, on va refaire certainement des portes pour certaines d'entre elles pour que les portes soient davantage sécurisées que ce qu'elles le sont actuellement. Enfin, ce sera l'investissement minimum sur ces dépendances. Voilà la réponse à cette question. Je voulais vous dire deux choses. Vous dire de noter que le conseil municipal du débat d'orientation budgétaire se tiendra non pas le 1er février, vous avez reçu sur la convocation 3 dates à venir, ce ne sera pas le 1er, mais le 8 février. Voilà, je vous préviens tout de suite pour que vous bloquiez la date. Par ailleurs, puisque nous étions sur les questions écrites, je voulais compléter la question écrite que vous m'aviez faite, Mme Supercrub, la dernière fois, au sujet du village, et plus particulièrement du conservatoire. Je tiens à vous signaler et vous pouvez noter qu'une réunion publique sur le village se tiendra le 10 octobre prochain, en mairie à 20h. 10 octobre prochain. Ça paraît dans le magazine qui sort là dans les jours à venir. Qui sort ce lundi, qui est sous presse là actuellement. Cette réunion sera pour moi l'occasion de faire le tour et de présenter non pas à quelques happy few qui avaient été sélectionnés par Jean-Philippe Ollier pour contribuer à la concertation autour de ce projet. Je rappelle qu'il y a certains d'entre vous qui ont participé à cette concertation, aux déambulations qui ont pu avoir lieu. Il y a des commerçants qui ont participé, il y a des membres de l'association du village qui y ont participé. Donc, on a déjà fait une concertation assez élargie sur le projet. L'idée maintenant, c'est de présenter aux Viroflésiens le projet dans son intégralité. Une fois cette phase de concertation faite. Donc, on est plutôt sur maintenant une phase d'information plus générale. Donc, ce sera l'occasion de faire le tour de ce projet et notamment de parler d'ajustements que ce projet va connaître et qui ont été initiés au cours de l'été. Quand je parle d'ajustements, il s'agit notamment du recadrage des travaux qui ont été menés par le cabinet d'études. Recadrage, ce n'est pas un recadrage du cabinet d'études, c'est un recadrage des travaux du cabinet d'études, notamment sur la question de la place devant le conservatoire, et où nous nous sommes rendus compte que nous avons beaucoup privilégié la question de l'accessibilité de cette place, l'ouverture de cette place et son accessibilité,
Vous voyez, il y a la rampe qui se balade dans les escaliers et qui prend pratiquement 30% de l'espace de cette place. Donc, et qui, de ce fait, en fait, mordait de façon forte sur les 4 premiers tilleuls qui se retrouvent sur la place. Donc, on a demandé au cabinet de retravailler ce sujet-là. Donc, on espère avoir des éléments qui permettront le 10 octobre de présenter des esquisses, en tout cas, et des principes, et en lui demandant à nouveau de préserver le maximum d'arbres sur cette place. Clairement, la question de l'accessibilité et la planéité de cette place était un élément qui avait fait proposer au cabinet de modifier le niveau de la place, et notamment, modifiant le niveau, en fait, générer une incidence sur les arbres. Donc, en fait, il va retravailler sur garder un niveau à peu près celui qui existe actuellement, de ne pas artificialiser les sols. Ce n'était pas un sujet, l'artificialisation des sols de toute façon. Et d'ailleurs, lorsque je vous ai répondu, je vous avais dit, c'est un sujet, la question des arbres, sur lequel vous m'avez sensibilisé, c'est un sujet auquel nous étions attentifs et nous chercherions à préserver le maximum d'arbres. C'est aussi une information, une réponse que j'ai faite le 2 ou 3 septembre dernier, lorsque s'est tenu le déjeuner du quartier du village, sur cette même place du conservatoire, puisque j'ai été interpellé par le président de l'association sur la question des tilleuls, et donc j'ai fait également, plusieurs d'entre vous étaient présents, j'ai également fait une réponse, qui était une réponse, je pense, qui s'est voulue rassurante, sur le sort de ces tilleuls. Donc voilà comment on avance sur le sujet. Donc j'espère que le projet tel qu'il va vous être présenté retiendra votre attention et en tout cas votre assentiment. J'avais cru dans les réunions qu'on a pu avoir ensemble qu'il y avait eu au départ, en fait, en tout cas, l'assentiment d'un grand nombre de personnes autour de cette table. Voilà. Donc, je dirais une petite conclusion sur le fait que, compte tenu de ce que je vous ai dit et sur le fait qu'on travaille depuis cet été et pas que depuis 2-3 jours sur le sujet, je pense qu'il est inutile que les uns et les autres créions de l'agitation superflue. Voilà. Et vous remarquerez que vous avez assisté, en fait, certains d'entre vous, à la réunion qui a été à mon initiative avec l'ONF ce mardi. Et donc, la question de la gestion des arbres, que ce soit en ville ou dans la forêt, c'est un sujet qui m'intéresse au plus haut point. Ça fait partie de mes préoccupations et je ne suis pas le seul. Et donc, vous allez en avoir la preuve dans les semaines qui viennent. Je vous remercie. On va voir pour la forge. Il y a un magazine, un numéro du magazine qui, je pense, l'a décrit en détail. Donc, je vous invite à vous y référer. En gros, c'est l'animation des retraités, qui existent déjà, des salles associatives. Certaines existent déjà, mais elles seront un peu plus nombreuses, plus modernes. Il y aura le service de soins infirmiers à domicile sur le deuxième niveau, deuxième étage. Et il y aura des logements sociaux de type PLAI, c'est-à-dire des logements très sociaux qui seront propriétés de Habitat Humanisme. Voilà. Je sais que des personnes à proximité s'intéressent de façon forte au permis de construire. J'en dirai pas plus. Y a-t-il d'autres questions? Pas d'autres questions. Donc, je vous propose de clore cette séance et je vous souhaite une bonne soirée et une bonne nuit. Merci à vous.